Bonjour à tous, je suis Stéphanie Brunimbault, avocate environnementaliste et médiatrice. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Laws of Justice for Good. Aujourd'hui, on va parler santé mentale des dirigeants à impact avec Aurélien Baillon, chercheur à l'EM Lyon qui a mené une étude sur la santé mentale des entrepreneurs à impact. Alors bonjour Aurélien, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Peace and Laws of Justice for Good. Donc, c'est un podcast qui est dédié à la justice amiable et à la RSE. J'ai eu connaissance sur les réseaux de votre étude qui porte sur la santé mentale des entrepreneurs à impact. Et effectivement, je m'intéresse aux entreprises à impact depuis de nombreuses années et j'ai trouvé particulièrement intéressant votre approche sur comment les entrepreneurs à impact aussi étaient confrontés à certaines difficultés, à certains enjeux. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Je vous propose de me dire en quelques mots qui vous êtes, d'où vous venez et quelles sont aujourd'hui vos activités. Bonjour et merci de m'accueillir. Donc, je suis enseignant-chercheur à EM Lyon Business School et ma spécialité, c'est ce qu'on appelle l'économie comportementale, qui est entre économie et psychologie. Donc, c'est à la fois très quantitatif, c'est-à-dire s'intéresser aux chiffres et aux coûts qu'il peut y avoir pour l'économie, et en parallèle, s'intéresser toujours à l'aspect psychologique, humain de l'économie. Donc, c'est ma spécialité. Et avant d'être à EM Lyon, pendant 15 ans, j'étais aux Pays-Bas, à l'université Erasmus de Rotterdam, toujours en tant qu'enseignant-chercheur. En 2023, Malakoff Humanis, qui est une entreprise d'assurance française, est venu vers nous, vers EM Lyon, et nous a demandé si on pouvait travailler sur la santé mentale des dirigeants de TPE-PME. Et donc, avec eux, on a construit une chaire de recherche pour 4 ans. Et donc, la première grosse étude qu'on a faite en 2024, c'était d'interroger de très nombreux entrepreneurs. Et donc, il y avait en effet, on a interrogé donc dans forme d'une enquête avec un questionnaire, un questionnaire en ligne, 175 dirigeants d'entreprises à impact. Et pour tout vous dévoiler, on a aussi interrogé 1500 dirigeants de l'économie plus traditionnelle et aussi un échantillon représentatif de la population française de 1000 personnes. C'est beaucoup de données. Aujourd'hui, on va se consacrer dans ce podcast plus sur l'étude sur les dirigeants à impact. Et l'idée, c'est d'avoir fait toutes ces enquêtes. Elles ont été donc en grande partie en ligne. On a eu aussi une partie qui était par téléphone pour voir si on avait des différences de réponse. Tout ça pour voir la situation des dirigeants, quelle est leur santé mentale, mais aussi regarder les facteurs, s'il y a des différences entre les différents types de populations, mais aussi pour voir s'ils sont prêts à en parler. Donc, c'était pour ça qu'on a aussi essayé d'utiliser des techniques en ligne ou par téléphone. Donc, c'est des questionnaires essentiellement, vos outils? Oui, alors c'est vraiment des questionnaires et pour la plupart, et en tout cas pour cette partie de l'étude, donc le travail de la chaire de recherche que nous avons s'étend sur 4 ans. En partie, une de mes collègues, Stéphanie Koutny, qui a conduit beaucoup d'entretiens, ce qu'on appelle qualitatifs, c'est-à-dire des entretiens au long cours, où elle va parler pendant 1 heure avec quelqu'un et tout noter ce que cette personne dit. Elle en a déjà conduit, enfin, il y a à peu près une 50aine d'entretiens comme ça. Ça, ce sera des résultats peut-être pour plus tard. On doit encore traiter tout ça. Donc, la première partie que l'on a, c'est vraiment des données avec des questionnaires, on va dire à des réponses plutôt fermées. C'est-à-dire, on demande aux gens d'évaluer ce qui leur arrive. Par exemple, la question toute simple, que l'on a repris d'autres enquêtes, qui était de demander comment évaluez-vous votre santé mentale entre mauvaise, moyenne, bonne et très bonne. Ça, c'était une question. Et puis, on essayait d'être plus malin que ça. C'est des questions indirectes. Alors, entre autres, on a utilisé ce qui s'appelle l'indice le petit nom technique, on l'appelle le WHO-5, c'est l'indice de l'OMS. L'OMS en anglais, c'est WHO. Donc, ça fait comme WHO. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le WHO-5. C'est l'indice de l'OMS en 5 questions. Ce sont des questions plus positives et qui ne demandent pas directement la santé mentale, mais plutôt des questions sur la qualité du sommeil, comment on se sent. Et ça nous a permis de comparer et de voir si les gens sont prêts à en parler. Ça a été une des aspects méthodologiques que l'on a amené dans notre étude. Du coup, ça suscite tout de suite
Un intérêt très vif, alors c'est quoi la réponse? Alors, quand on pose la question très directe, donc on a vu sur notre échantillon d'entrepreneurs à impact, on a 40% qui nous disent que leur santé mentale n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'elle était au mieux moyenne, certains mauvaise ou très mauvaise. Quand on regarde l'échantillon plus traditionnel, qui comprend tous les secteurs d'activité, on a des taux bien inférieurs. Et ce qu'on a trouvé, c'est très proche d'autres études précédentes, on est plutôt dans l'ordre, on va dire, 25%. D'accord. Quand on utilise des questions indirectes, on voit aussi une différence. Des entrepreneurs à impact donc sur cette échelle de l'OMS, ont des scores plus faibles, c'est-à-dire qu'on a une santé mentale moins bonne, enfin en tout cas une santé mentale plus dégradée. Ouais. Que les entrepreneurs, la différence est un peu plus petite. Donc, ce qui veut dire que les entrepreneurs à impact, en tout cas dans notre échantillon que nous avons interrogé, avaient plus conscience de leur santé mentale que les autres. Donc, en gros, il y a deux effets. Il y a un effet qui est, en effet, leur santé mentale était plus dégradée, mais on voit aussi l'effet qu'ils en ont plus conscience. Donc, après, la différence entre 25 et 40%, elle s'explique pour les deux raisons. Pas simplement que leur santé mentale est plus dégradée, ils en ont aussi plus conscience. Et est-ce que ça veut dire qu'ils sont aussi plus ouverts à en parler? Ils ont moins de réserves que les autres entrepreneurs? Je pense, parce que quand on leur demande directement, on le voit. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est donc cet indice de l'OMS, il nous donne une note entre 0 et 100. Enfin, un score entre 0 et 100. Quand ce score il est en dessous de 28, c'est vraiment des personnes qui sont très proches de l'épuisement, de la dépression. C'est-à-dire des personnes, quand on leur demande est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous arrivez à vous lever frais, ils nous disent non, non, pas du tout, quasiment rarement. Normalement, c'est vraiment un signe d'épuisement où il faut s'inquiéter. Et pourtant, ces mêmes personnes qui vont nous, quand on pose ces questions-là, nous indiquent que tout va mal. Dans la population traditionnelle, il y avait quand même une partie, quand on leur demandait directement est-ce que votre santé mentale est bien, ils nous disaient oui, oui, elle est bonne. Donc, ça reste un tabou. Dans les entrepreneurs à impact, ça semble être un peu moins tabou. On voit quand même, alors là, il y a encore une autre technique qu'on a essayé, c'est-à-dire d'utiliser une autre mesure, c'est une mesure de regarder si les gens aiment bien nous donner vous savez, les réponses qui sont socialement désirables. Imaginez que je vous demande, est-ce que vous respectez toujours la loi? Alors, comme avocat, vous allez peut-être dire oui, bien sûr. Commenter, non, jamais. Et on sait tous que il nous arrive de ne pas respecter exactement la loi. Donc, quand on dit je respecte toujours la loi, c'est un mensonge. Le toujours et le jamais n'existe pas. Voilà. Est-ce que vous mentez? On ment tous un petit peu, de temps en temps. Et donc, quand on a une manière de poser une batterie de questions comme ça, et ceux qui essayent de toujours donner les très bonnes réponses, les réponses non, non, moi je suis parfait, eh bien, ces personnes-là aussi, il est plus probable qu'elles nous disent qu'ils ont une bonne santé mentale. Quels sont les axes majeurs de vos conclusions à ce stade de votre recherche? Ce qui est très notable, c'est qu'il y a une très grande différence homme-femme. Pour la population d'entrepreneurs à impact, c'est bien moins le cas dans le reste de la population. Donc, cette différence est très forte pour le côté homme-femme, pour les entrepreneurs à impact. Et sinon, on voit que ce qui est très très fort et qui est confirmé par des entretiens que ma collègue a déjà conduits, c'est tous les phénomènes d'isolement. Alors, attention, l'isolement, quand on utilise le terme isolement, on ne veut pas dire des gens qui sont seuls objectivement. Des gens qui se sentent isolés. Isolés professionnellement. Pareil, donc là, on a utilisé un certain nombre de questions que l'on prend dans la littérature scientifique. Donc, on essaye de ne pas inventer des nouvelles questions, mais on prend des questions qui ont été validées par des études en psychologie, et on s'aperçoit que les gens qui nous disent qu'ils se sentent seuls, isolés, au sein de leur entreprise, c'est-à-dire même s'ils sont entourés, ils se sentent seuls, isolés, ils ont en effet en général aussi une santé mentale dégradée. Et les deux peuvent se renforcer, c'est-à-dire moi on se sent bien, mais les autres, par réflexe, vont nous isoler. Bien sûr. Moi, on se sentira bien aussi. Un autre effet alors en bon français, on appelle ça du workaholisme ou l'addiction au travail. Il y a un effet aussi assez notable. Tous ceux qui n'arrivent pas à couper
ont tendance à avoir une santé mentale plus dégradée. Il y a des attentes peut-être très fortes aussi sur ce type d'engagement et du coup, peut-être paradoxalement, une frustration qui se dégage. Alors après, c'est aussi l'économiste qui va parler. Là, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans les données, mais en tant qu'économiste, quand on fait l'économie à impact, quand on essaye, quand on s'intéresse à la RSE, quand on essaye d'avoir autrement une société, tout ça, on s'ajoute des contraintes. S'ajouter des contraintes, ça rend le travail plus difficile. Il y a eu déjà de très nombreuses études, entre autres. Il y a un institut en France, un observatoire en France qui s'appelle l'Observatoire à Maroc, qui a fait beaucoup d'études sur la santé mentale des dirigeants. Et eux ont établi que tous les problèmes qu'une entreprise a un impact sur la santé mentale du dirigeant. C'est-à-dire quand vous avez des problèmes de trésorerie, ben, tous les soucis de l'entreprise ont un impact sur la santé mentale du dirigeant. Tous les succès aussi. Oui. Après, on passe dans les questions qu'est-ce qu'on peut faire. Une chose que l'on a noté assez nettement dans l'enquête, c'est qu'il y a quand même aussi une association positive avec le fait d'accepter le stress, d'accepter les risques. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, t'as qu'à accepter le stress, t'as qu'à accepter le risque. Mais par contre, on voit que ceux qui ont une vision plus positive du stress, ça s'appelle un stress mindset, c'est encore un anglicisme, mais enfin, ceux qui pensent que le stress est aussi un facteur de croissance, de force et d'enrichissement, eux, après, ont aussi une meilleure santé mentale. Et un autre facteur, même en général, c'est ceux qui ont vraiment une attitude entrepreneuriale, surtout dans la capacité à prendre des risques, lancent aussi à avoir une meilleure santé mentale. On ne peut pas changer la personnalité, mais si on regarde les facteurs qui aident à avoir une meilleure santé mentale, cette acceptation du stress, ce goût pour le risque ont des effets positifs. On a essayé de regarder aussi quels étaient les messages qui pouvaient aider à motiver pour faire un peu de la prévention. Alors la prévention, ça va être simplement utiliser certains outils disponibles. Et donc, dans le questionnaire, on avait inclus la possibilité d'avoir accès gratuitement à une app qui peut aider un petit peu. Et ce qui m'intéressait, c'était pas tant vraiment si les gens allaient utiliser cette app ou pas, c'était quel message allait les inciter à être intéressés par l'app. Donc, dans l'enquête, on a utilisé ce qu'on appelle une méthode expérimentale, c'est-à-dire qu'on a essayé différents messages aléatoirement. D'accord. Donc, chacun avait un message différent. Alors, certains, ils n'avaient pas de message du tout, c'est ce qu'on appelle notre groupe contrôle. Et certains ont eu un message qui était tout simplement la définition de la santé mentale par l'OMS. Et d'autres ont eu une comparaison avec la santé physique en disant la prévention de sa santé mentale, c'est comme la santé physique, c'est comme se laver les dents, ça fait partie un peu de rendre ça plus simple, moins stigmatisant. Et enfin, on avait un autre message qui était plus un message sur le risque. Alors, on n'avait pas de message, la définition de l'OMS, la définition et la comparaison avec la santé physique, pardon, et aussi un aspect plus mentionner les risques précédents. Eh bien, ce qui a marché le plus en termes d'augmenter la volonté, l'intérêt pour la prévention, ça a été tout simplement de rappeler la définition de l'OMS. Ah oui. Parce que c'est une définition qui est très bien écrite, qui dit que la santé mentale, ça a trait avec notre bien-être psychologique, qui nous permet de vivre professionnellement et personnellement. Donc, c'est une définition. Je devrais la connaître par cœur parce qu'elle marche très bien. Donc, je conseille à tout le monde de la regarder. Mais parce que c'est vraiment une définition qui la décrit très bien, qui n'est pas stigmatisante. La santé mentale, c'est quelque chose de riche. C'est pas avoir une maladie mentale ou pas. Oui. C'est quelque chose de continu qui nous aide à être en pleine capacité à tout moment dans notre vie personnelle et professionnelle. Et puis, si je me souviens, enfin, j'en ai pas là une mémoire très précise, mais elle me semble aussi peut-être déconnectée d'une notion de performance. Comme vous disiez, il n'y a pas de jugement, elle est neutre et elle est pas en lien avec une exigence en fait. C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on l'a utilisé comme un des messages possibles, parce que je ne la connaissais pas il y a quelques années avant de commencer de travailler sur ce site-là. Et quand j'ai lu cette définition, je me suis dit, elle est belle, elle marche plutôt bien. Donc, sur l'échantillon des entrepreneurs à impact, c'est le message sur lequel ils ont le plus agi.
Et on le voyait aussi même dans la population générale. Mon conseil, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à ça, c'est voilà, de regarder la définition de l'OMS, de la communiquer parce qu'elle est vraiment très bien faite. En faire un mantra. On va réfléchir à ça. Je devrais avoir un post-it avec la définition en face de mon ordinateur à tout moment. Quelles sont les prochaines étapes de vos travaux de recherche? Donc là, c'est une partie de nos données qu'on commence à présenter, mais en parallèle, on est en train d'analyser tout ça. On regarde aussi quels sont les déterminants de la prévention, comment l'effet de l'incertitude que l'on peut avoir sur sa santé mentale ou sur la santé mentale en général influence la volonté de faire des efforts de prévention ou pas. Donc, tout ça, c'est du travail que l'on est en train de faire. On a les données, on est en train d'analyser tout ça et d'écrire tout cela. Et sinon, la grosse étape suivante, c'est celle qui est prévue pour la fin d'année ou début d'année prochaine, ça va être ce qu'on appelle une expérience de terrain, c'est-à-dire d'avoir des entrepreneurs qui sont volontaires et pour certains, aléatoirement, de leur fournir un coaching psychologique et de regarder si après, on voit un effet positif en comparant avec un groupe contrôle. Donc, est-ce que on peut imaginer que à ce stade et au regard de ce que pour certains les entrepreneurs à impact leur santé mentale serait affectée, ça soit un frein au développement de ce type de business en fait aujourd'hui en France? je peux vous dire, donc, la vision qu'on a traditionnellement en économie et en gestion, en management de cette question-là, c'est de dire qu'il y a une sorte de sélection de ceux qui aiment prendre des risques Oui. Naturellement dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est des théories assez anciennes que l'on a. Naturellement, en gros, quand on veut être entrepreneur, quand on se met à son compte, il faut avoir une certaine tolérance au risque. Une hypothèse, alors attention, c'est une hypothèse et j'adorerais pouvoir la tester, pour l'instant, on n'a pas exactement les données, c'est que peut-être que les secteurs comme la RSE, l'économie à impact, va attirer une population plus large qui a peut-être moins cette affinité, ce goût du risque, mais qui est juste là pour une mission. Et donc, d'un côté, ils vont avoir cette énergie, cette motivation très forte, mais peut-être plus souffrir des aléas qui sont liés à l'entrepreneuriat. Et donc, ça peut être un frein, tout simplement, parce que tous ceux qui voudraient avoir un impact positif, entreprise comme ça, il faut aussi accepter le fait de prendre un risque. Ça demande à la fois une forte motivation avec une mission, et c'est peut-être se donner des contraintes, et en plus avoir un risque. Ce qui fait que les contraintes qu'on se met font que le risque de ne pas pouvoir se payer de salaire est encore plus élevé d'ailleurs. Pardon, je vous interromps, mais du coup, les attentes sont extrêmement majorées en fait aussi. C'est ce qui me semble. Ouais. Voilà, c'est vraiment, enfin, quand on s'intéresse, quand je parle à des gens, que ce soit des personnes qui font vraiment la démarche pour l'économie à impact, ou tout simplement ceux qui sont dans un bassin d'emploi et qui veulent faire, parce que parfois il y a différents niveaux, c'est-à-dire que parfois on se dit je veux faire l'économie à impact, et puis il y a tout simplement aussi des personnes qui vivent dans un bassin d'emploi, qui veulent en faire, qui vont avoir naturellement faire attention à l'environnement social et à l'environnement naturel autour d'eux, tout simplement parce que c'est naturellement pour eux sans concept. Pour le faire, tout ça, c'est quand même s'ajouter des difficultés et d'une manière où c'est d'autant plus dur quand on sait qu'on va être en concurrence avec d'autres personnes qui localement n'auront pas ces contraintes-là. Et puis, n'en parlons pas avec toutes les entreprises qui peuvent être à l'international, qui auront proche de vos contraintes. Oui, c'est effectivement passionnant. Donc, c'est un champ de recherche assez vaste que vous avez ouvert. Voilà. Vous avez du travail pour de nombreuses années, là, je pense. On essaye de ne pas être interdisciplinaire au sens où être juste entre les deux, mais être vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire ça force aussi à se poser toujours les questions de ce qui est fait dans les autres sciences, d'essayer de travailler ensemble. Donc, pour construire l'enquête, c'est pas un économiste tout seul qui a fait l'étude. Je me suis rapproché justement d'un institut à Maroc qui existait déjà, de mes collègues et co-auteurs qui ont des formations en psychologie, en management, en ressources humaines, pour prendre toutes ces connaissances et les mettre ensemble. C'est ce qui rend la recherche et aussi après les résultats plus intéressants. Oui, c'est global, c'est holistique en fait. Vous avez une démarche holistique.
Bon, bah écoutez, c'est tellement passionnant que vous reviendrez pour la suite. Alors, quand j'aurai les résultats des prochaines études, bien volontiers. Bon. Merci infiniment.